Aller bien, ça veut dire être serein, tout simplement. En fait, quand on pose les choses, c'est très très simple. C'est quoi quelqu'un qui va bien? C'est quelqu'un qui ne se pose pas la question. C'est quelqu'un qui profite d'être vivant et qui en profite sereinement. Et les gens, ils profitent en étant tendus, là non. Ce dont je parle, c'est d'être serein. Tout simplement, de cueillir le jour, de savourer la vie. Alors, pour commencer ce propos, je vais partir sur quelque chose qui est extrêmement simple et en même temps qui peut surprendre. On est à peu près, je ne sais pas, dans les... il n'y a pas beaucoup de place libre, on doit être dans les 180, entre 180 et 200. Bon. On va dire qu'on est tous dans la même pièce. On est dans cette salle de cinéma et le film est un petit peu statique. Bon. Ça paraît évident de dire, bah oui, on est dans la même pièce. Eh bien en fait, non. En fait, vous, Arnaud, vous avez des yeux qui sont uniques. Vous avez des nerfs optiques qui sont uniques. Vous avez à l'arrière du cerveau une aire visuelle qui est unique. Ça veut dire que ce que vous voyez est différent de ce que voit votre voisin ou votre voisine. C'est tout bête. C'est-à-dire qu'on regarde la même chose, mais en fait, tous, on voit quelque chose de différent. Et puis, il n'y a pas que la vision. On a tous une audition, il y a des petites différences. Au niveau du nez, il y a des petites différences, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on interprète, on reçoit la même pièce, la même situation, tous, de façon différente. Et de façon cohérente pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est dans une pièce qui est mieux que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans un monde qui est mieux. On est chacun dans notre monde. Et je dirais que, ben voilà, il y a 180 pièces, plus une. La pièce telle qu'elle est réellement. Et cette pièce telle qu'elle est réellement, elle est inaccessible. C'est-à-dire que nous interprétons sans arrêt le monde, nous l'interprétons tous de façon différente, avec notre propre cohérence. Notre façon d'interpréter le monde est juste par rapport à notre physiologie, par rapport à notre histoire, par rapport à plein d'éléments. Et l'autre en face, eh ben, il nous est inaccessible. C'est-à-dire que la façon dont l'autre il interprète le monde, on n'y a pas accès. C'est des bases de physiologie tout simples. Le fait qu'il n'y a pas deux personnes pareilles, c'est très simple. Simplement, on croit tout le temps des gens qui savent, qui ont un savoir sur les autres, qui sont capables, comme si on pouvait se mettre à la place de l'autre, c'est pas vrai. L'autre nous échappe toujours, il est toujours opaque. Et ça, c'est fondamental. Et la réalité à l'état brut, sans interprétation, pour nous, elle n'existe pas. On est dans de l'interprétation. C'est-à-dire que vous n'entendez pas ce que je suis en train de vous dire. Vous interprétez, chacun à votre façon, quelque chose. C'est-à-dire que les gens qui parlent de communication, en fait, ils se trompent. Il y a du malentendu en permanence. La vraie communication, c'est juste la gestion d'un malentendu. On est plus ou moins loin de l'autre, mais on est loin de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe chez l'autre. Alors, un psychologue qui dit ça, on va dire, ça commence bien. Ce qu'on veut, c'est apprendre ce qui se passe chez nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, j'en sais rien. Ouais, j'en sais rien. J'en sais rien, tout simplement parce que c'est la réalité. C'est la réalité de la matière, c'est la réalité physiologique. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents, nous n'avons pas accès à l'autre. Nous interprétons l'autre. Et nous l'interprétons beaucoup avec notre histoire. Et nous percevons des choses, mais les yeux, je prenais l'exemple des yeux, voilà, l'image elle est déformée, etc. Mais nous ne percevons pas qu'avec notre cerveau. C'est-à-dire que oui, il y a une construction d'images qui se fait dans le cerveau, les yeux captent de la lumière, la transforment en électricité,
Les sons, c'est des vibrations. Les vibrations sont captées, ça fait vibrer le tympan, tout ça arrive dans le cerveau, ça donne des sons, ça donne des mots, ça donne de la musique. Mais on oublie souvent un organe. Et bien cet organe, c'est le corps. Je vais vous raconter une petite histoire, une petite expérience qu'on a fait. C'était lors d'un stage d'hypnophonie. On fait chanter les gens sous hypnose. C'est assez intéressant. Et c'était la pause, et avec l'autre animateur, on propose une expérience aux stagiaires qui étaient là. C'est-à-dire que je suis assis sur une chaise, je suis en hypnose, les yeux fermés, assis. En face de moi, il y a une chaise. Et chacun des stagiaires, à tour de rôle, vient s'asseoir. Je ne sais pas qui est assis en face de moi. Je sais que quelqu'un s'est assis, mais je ne sais pas qui. Je n'ai pas d'information au niveau des yeux. Et au niveau des oreilles, ce n'est pas suffisant pour savoir qui s'est assis en face de moi. Alors il y a quelques personnes médisantes qui vont dire « oui, mais l'odeur de certaines personnes, effectivement ». Bon, d'accord. Bon. Mais en dehors de cette information-là, je ne sais pas qui s'est assis en face de moi. Et ce que je fais, c'est que je laisse mon corps réagir à la situation. Donc je suis assis, quelqu'un s'assoit en face de moi, et mon corps se met à bouger. Tout seul. Il décide par lui-même de réagir à ce que l'autre dégage à son insu. Parce que, évidemment, on peut contrôler les choses par rapport à l'aspect qu'on a, etc. Mais là, non, je vois rien. Et mon corps réagit. Alors, des fois, il réagit de façon sympathique, il est un peu vers la personne, et puis il y a eu 2-3 stagiaires pour qui ça n'a pas été très sympathique. Parce que mon corps, il est parti complètement en arrière. C'est-à-dire que il y avait une réaction spontanée de mon corps à la présence de l'autre. Et ça, c'est ce que j'appelle une réaction, une interaction, une relation de corps à corps. Et pour moi, c'est fondamental. Alors ça se passe dans ce que les gens appellent le subtil. Nous, on appelle ça la perceptude. C'est-à-dire un registre de perception qui n'est pas mesurable. Or, la perceptude, c'est un peu partout. Quand vous arrivez quelque part, ça passe ou ça passe pas. Sans pouvoir savoir pourquoi. Il y a des gens, on les rencontre, le courant y passe. Il y en a d'autres, pas du tout. Il y a des gens qui dégagent des choses, d'autres non. Tout ça, c'est de la perceptude. En fait, tout ça, pour moi, tel que je présente les choses, c'est du corps à corps. Donc, du coup, ça fait quoi? Ça fait qu'il y a 2 façons de percevoir et donc ensuite d'interpréter le monde. Il y a ce qu'on a appris, la pensée, tout ce qui se passe dans le cerveau, et puis il y a le corps. Et ça, c'est fondamental. Nous passons notre temps à être au monde avec le corps. Et nous sommes plusieurs, et moi j'ai été formé par un monsieur qui s'appelait François Roustan, et ce monsieur défendait cette notion de perceptude, et on était vraiment sur la même ligne là-dessus, c'est-à-dire qu'on pensait que il y avait 90% des choses qui se passaient, c'était la perceptude, et il y avait 10% qui restaient, qui étaient de la perception. C'est-à-dire que c'était très, très, très anecdotique, en fait. Et dans la perception, il y a plein de choses. Habituellement, en psychologie, on travaille beaucoup sur la perception. Il y a plein d'études faites, ou avec des rats de laboratoire, des gens, etc. On travaille sur la perception, sur les comportements qu'on peut mesurer. Alors que il y a toute cette dimension, et cette dimension-là, elle est de l'ordre du ressenti intime. Et ça, c'est une façon d'être au monde, et aussi une façon d'aborder l'autre. Voilà. Ça, c'est une petite base sur laquelle je voulais commencer. Sur la façon dont se fait la perception au niveau du cerveau, quand même, je voulais vous expliquer un petit truc, parce que ça, j'y reviendrai plus tard, et je voulais le positionner dès le début. C'est une découverte qui a eu lieu à la fin du XXe siècle, je crois que c'est en 1996, en Italie, à l'université de Parme. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs.
c'est quelque chose qui est fondamental et que énormément de gens ignorent, donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je peux en parler, j'en parle. En fait, dans notre cerveau, on a des aires motrices, c'est les postes de commande des mouvements. Et donc, si vous souhaitez lever le bras gauche, vous avez d'abord l'aire motrice qui correspond au fait de lever le bras gauche qui s'active. Voilà, c'est ça l'aire motrice. Donc voilà, là, hop, l'air s'active et hop, le bras il monte. Eh bien, en 1996, une équipe italienne a découvert que quand on regarde quelqu'un faire quelque chose, par exemple lever le bras gauche, dans notre cerveau, les aires motrices qui correspondent au mouvement que fait l'autre, elles s'activent. C'est-à-dire que là, à votre insu, dans votre cerveau, vous êtes debout en train de tenir un micro et puis de raconter des choses bizarres. Ça se fait malgré vous, ça se fait de façon automatique. Si ce système est défaillant, on n'a pas accès à l'information. C'est-à-dire qu'on ne sait que l'autre a bougé le bras gauche qu'à condition que notre cerveau ait fait ça, la même chose, à notre insu. Et ça va extrêmement loin, cette notion de neurones miroirs, parce qu'au début, ça a été travaillé sur les mouvements, et ça expliquait énormément de choses au niveau de l'apprentissage, tout simplement. Et puis, au niveau psychologique, moi je trouve ça passionnant, parce que ça veut dire que quand quelqu'un fait quelque chose, alors après on s'est aperçu que c'est pour tout, donc quand il dit quelque chose, etc., et que ça nous dérange, ça veut dire que nous avons à l'intérieur de nous un interdit de dire ou de faire ce que l'autre a fait. C'est-à-dire que l'émotion désagréable que l'on a lorsque quelqu'un en face de nous fait quelque chose, cette émotion, elle est provoquée par l'interdit, la peur, la culpabilité, on va y venir, que l'on a de faire ou de dire ce que cette personne a dit ou fait. C'est pas l'autre. Alors l'autre, on peut ne pas être d'accord, attention. Mais si on n'avait pas l'interdit de faire, on n'aurait pas de mal-être, on n'aurait pas d'émotion. On constaterait qu'on n'est pas d'accord avec ce que l'autre a fait, et puis c'est tout. Et ça, c'est très très important. Quand je vous parle d'interprétation, quand je vous dis qu'on n'a pas accès à l'autre, ça va jusque-là. Le comportement de l'autre, soit il correspond à ce qui chez nous est favorisé, et dans ce cas-là on trouve ça chouette, soit il correspond à des interdits qu'on a, et dans ce cas-là, ce comportement provoque dans nous du mal-être. Et c'est pas l'autre. L'autre, on n'y a pas accès. Voilà, ça c'est une notion qui me paraissait très importante sur l'interprétation avec la notion de cerveau. Je suis dans les trucs. Alors, on va aller directement sur la suite, c'est-à-dire le mal-être. Qu'est-ce qui provoque le mal-être? Alors ça, je suis parti tout simplement des neurosciences, parce que les recherches qu'il y a en neurosciences expliquent ça très très bien. En neurosciences, il y a une théorie qui est très très pratique pour comprendre le cerveau, globalement, c'est la théorie des trois cerveaux. C'est-à-dire que le courant, les impulsions électriques, les informations, ça arrive d'abord par la base du cerveau, le bas du cerveau, ce qu'on appelle le reptilien. Pourquoi reptilien? Parce que si vous prenez un lézard, il a un cerveau qui est composé uniquement de cette partie-là, tout bêtement. Ça arrive donc par le reptilien, c'est les sensations, les besoins primaires. Et puis ensuite, ça monte dans une deuxième zone qu'on appelle le limbique, c'est les émotions. Et avec les émotions, il y a les goûts. Et puis en dernier, ça va dans la pensée. Alors ça, c'est les travaux de Damasio en 2003, par là. Ces travaux-là ont bouleversé la façon dont on regarde l'humain, et du coup, ça a commencé tout doucement à bouleverser la psychologie. Parce que le fait que la pensée soit la dernière zone qui reçoive le courant, qui reçoive l'information, ça veut dire que la pensée, elle ne sert pas à grand-chose. Ça veut dire que tout est décidé avant la pensée. Alors vous allez me dire, alors à quoi ça sert qu'on soit là ce soir, puisque vous êtes en train de nous expliquer des choses? Eh bien tout simplement, ça va être stocké dans votre cerveau, et puis cette nuit, va y avoir des opérations qui vont avoir lieu dans votre cerveau, qui vont conserver ou effacer des choses que vous aurez appréciées ou pas dans ce que je vous explique.
Et du coup, ça va modifier les programmes qui, à votre insu, vont vous agir, vont vous actionner demain. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on pense énormément, tout simplement parce qu'on s'occupe beaucoup de cette zone de notre cerveau, mais notre pensée, elle dépend de tout ce qui s'est passé avant. Voilà. Et dans tout ce qui s'est passé avant, de temps en temps, il y a des blocages, il y a des dérivations de l'influx nerveux. Un être humain, c'est fabriqué pour aller bien. Un être humain, c'est fabriqué pour avoir un cerveau qui dépense le moins d'énergie possible. C'est-à-dire que le cerveau humain, il n'y a pas plus fainéant. Et un être humain, c'est fait pour être tranquille, serein, et avoir des grandes périodes où ça ne fait rien. On est fabriqué pour ça. Et on est surtout fabriqué pour ne pas se prendre la tête. Alors on a tout un système dans notre cerveau qui est très très développé au niveau de la peur. C'est-à-dire que si on prend les choses froidement, vous imaginez l'évolution, la préhistoire, il y a un petit primate, un petit singe, qui n'est pas solide du tout. Imaginez un petit humain devant un rhinocéros, qu'est-ce qui reste? Bon, ça vole pas haut. Un être humain, c'est fragile, c'est extrêmement fragile. Simplement, un être humain a une capacité de mémoriser des situations dangereuses qui est phénoménale. Et à partir de là, à partir du moment où les êtres humains se mettent en groupe, parce que quand quelqu'un a peur, ça bloque la pensée, mais par contre, quand les gens sont plusieurs à avoir eu peur, après, ils sont capables de discuter et d'élaborer des stratégies. C'est-à-dire que la notion de collaboration, la notion de vie collaborative, elle est très très importante à l'aube de l'humanité. L'humanité, à la base, c'est pas du tout du troc. L'humanité, à la base, c'est la collaboration. Et donc, les humains, à la base, ils sont bourrés de peur, et à partir de là, pour se sauver leur vie, ou pour sauver la vie des autres du groupe, ils vont élaborer des stratégies. C'est-à-dire que la peur a été le moteur de l'évolution humaine, et c'est la peur qui explique tous les développements qu'il y a eu au niveau de l'humanité, et qui fait que l'humanité est quand même arrivée à un stade où elle est capable d'autodétruire elle-même la planète qui la porte. C'est quand même pas mal. Et donc, l'humanité est extrêmement riche au niveau de la peur, et notre cerveau, il est fait pour traiter de la peur. Et notre cerveau, il se sent bien dans un univers dangereux. Parce qu'il est adapté à ça. Simplement, ouais, il peut y avoir une panne de courant au soir. Mais bon. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde dans lequel, oui, je ne parle pas de la Syrie, etc., mais dans la plupart des endroits, notamment en Bretagne, on est bien. On est même très bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas en permanence en danger. Alors, il y a des gens qui oublient même les dangers de base, il suffit de voir comment conduisent certaines personnes, mais globalement, à partir du moment où on respecte certaines règles simples, on est en sécurité. Si bien que notre cerveau, lui, il cherche. Il cherche parce que c'est sa fonction. Et c'est une zone très très profonde dans le cerveau qui est entre le reptilien et le limbique. Et bien cette zone-là, sans arrêt, elle stocke des informations de peur. Alors elle fait ce qu'elle peut. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir peur du mammouth, on a peur du prof. C'est-à-dire que, voilà, notre cerveau, lui, cherche. Si vous laissez votre cerveau vagabonder, vous allez constater que très très souvent, il va sortir des choses compliquées. Il va mettre à soit faire remonter des mauvais souvenirs, soit créer du doute sur quelque chose qui s'est passé, soit envisager l'avenir de façon compliquée. Parce que notre cerveau, il crée de la peur. Parce qu'à la base, il est fait pour ça. Simplement, notre société, elle est décalée par rapport au fonctionnement de notre cerveau. J'espère que je suis clair, parce qu'on commence à monter dans le niveau. C'est-à-dire que nous avons un fonctionnement physiologique, un fonctionnement du cerveau, qui est fait pour qu'on ait peur. Simplement, on est dans un monde dans lequel il n'y a plus trop de raisons d'avoir peur. Mais notre cerveau, il ne le sait pas. Il est décalé. Alors du coup, il collecte des tas de trucs. Il collecte
des informations dans un faut avoir peur. Et il va chercher des trucs compliqués. Il y a quelque temps de ça, j'avais été animer une formation à Lyon, et puis on m'avait prêté un appartement, et la personne qui m'avait prêté l'appartement, eh ben, elle était partie pour 1 mois en Chine. Elle m'avait donc, il y avait 2 jeux de clés de cet appartement, il y avait celui que moi j'avais dans ma poche, et puis l'autre jeu de clés, il était en Chine. Et donc la personne, sympa, elle me prête son appart, on s'était juste croisés et tout, enfin elle partait le matin, j'arrivais le soir. Et donc je reste quelques jours dans cet appartement, puis je pars. Je rentre en Bretagne. Et il y avait des choses qu'il fallait que je fasse en quittant cet appartement. Parce que l'appart, il était vide pendant 1 mois. Et notamment, il y avait baissé le thermostat de 18 à 15. Voilà. Et donc, j'avais une liste de choses à faire avant de partir, je l'ai fait rapidement, il y a le taxi qui vient me chercher, je pars, etc. Et quelques jours après, je suis chez moi, dans mon bureau, je fais ce qu'on appelle zazen, il y a le cerveau qui s'arrête de penser, parce que ça existe. Et le cerveau s'arrête de penser, je suis bien. Et puis la pensée se remet en marche. As-tu pensé à baisser le thermostat? C'est ça le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, il va chercher la chose qu'on ne peut pas résoudre. Il faudrait que je retourne à Lyon pour vérifier. Pourquoi pas? Pourquoi? Voilà. C'est ça le cerveau. Et notre cerveau, il passe son temps à faire ça. Alors ça, c'est le premier truc qui fait qu'on ne va pas bien. C'est-à-dire que notre cerveau, il collecte des informations et il les garde. Et on trimballe tous des peurs qui remontent à parfois même avant notre naissance. Au moins à notre naissance, parfois même avant. Et ces peurs continuent à agir. Et ça fait qu'on ne va pas bien. Parce que ça dévie l'influx nerveux. Un peu plus haut dans le cerveau, entre le limbique et le cortex, il y a la culpabilité. Tout le monde connaît la culpabilité. La culpabilité, c'est ma faute. Comme si on l'avait fait exprès. Et je me suis aperçu, ça a été quelque chose d'important dans mon travail, que les gens qui souffraient, ils étaient avec des peurs et des culpabilités. Et que si on enlevait leur culpabilité, et puis que si on enlevait leur peur, ils allaient bien. Alors vous allez me dire comment on fait? Ça, j'ai toute la conférence. Mais on va y aller. Je vais vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Et donc ça, c'est dans le cerveau. La peur, la culpabilité. Ce sont les 2 origines du mal-être à la base dans le cerveau. C'est très simple en fait, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Et puis j'ai continué mes recherches et je me suis aperçu, toujours sur la physiologie, je me suis aperçu que quand il y a une peur, une culpabilité, il y a une crispation quelque part. C'est-à-dire qu'il reste une trace dans le cerveau, bien sûr, mais pas que dans le cerveau. Il reste une trace quelque part dans le corps. Et ça, c'est très important. Je vérifie mon timing, n'est-ce pas? Continuez comme si je n'étais pas là. Et donc, c'est bien. La peur et la culpabilité déclenchent des tensions qui restent quelque part dans le corps. Alors, où? Je suis parti sur la notion de musculature profonde. Et puis, je cherche, parce que y a toujours à découvrir, puisqu'on sait bon. Et je cherche et j'en suis à me dire que les tensions sont stockées dans les fascias. Or, figurez-vous, les fascias, c'est quelque chose qui est très peu connu. On commence depuis le début du XXIe siècle, donc il y a une vingtaine d'années, à découvrir ce que c'est, à découvrir d'abord que tous les fascias sont en communication les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a une unité. Et que les fascias réagissent énormément à ce que les chercheurs appellent le stress. Et que la tension nerveuse, quand on a peur, quand il y a la culpabilité, ça va abîmer les fascias, ça va laisser des traces dans les fascias. Et les fascias, ils sont autour de tous les organes. Alors il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que quand on a mal au ventre, le mal au ventre, parce qu'on est angoissé, hop, ça passe pas par les fascias. Vous voyez, on n'est pas dans des trucs qui planent, on est vraiment dans la physiologie. C'est-à-dire que les fascias seraient le réservoir du mal-être. Et du point de vue physiologique, d'après tout ce que j'ai pu trouver pour l'instant, ça fonctionne pas mal. Et il m'arrive de travailler avec des ostéopathes qui travaillent sur les fascias, et ils me disent, oui, quand la personne
le mouvement revient, quand le fascia s'assouplit, quand il reprend ses fonctions, eh bien la personne elle va mieux, moralement. Alors on est sur trois origines au mal-être, la peur, la culpabilité, les tensions. Les tensions qui sont dans le corps. Alors ça a ouvert quelque chose, cette notion de tensions qui sont dans le corps, parce que nous autres psy, on est extrêmement doués pour couper les cheveux en 4, si ce n'est en 12. C'est-à-dire qu'on est tout à fait capable de prendre quelqu'un qui va bien et lui démontrer qu'il va mal. Ça permet de rajouter des séances. Et donc, on est tout à fait capable de compliquer les choses. Pourquoi je disais ça Pardon? Oh, bah, d'accord, oui. Et donc, oui, il y a des gens qui venaient me voir, ils n'allaient pas bien, évidemment, sinon il y a mieux à faire à Pont-Aven que d'aller voir le psy. Et donc, ils venaient me voir, et puis je prenais leur histoire avec eux, je discutais un petit peu pour essayer de repérer les peurs, les culpabilités importantes. Puis, il n'avait rien. Alors bon, évidemment, vous savez, les psys commençaient, tout est la faute de la mère. Comme si ça existait des parents qui ne font pas d'erreur. Et donc, on peut toujours trouver, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pas respectueux vis-à-vis des patients. Il y a des gens, il leur est rien arrivé. Ils ont eu une famille sympa, il n'y a pas eu de traumatisme, etc. Ils ont grandi comme ça. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait des moments, notamment dans leur enfance, ou petite enfance, où l'ambiance à la maison était hyper tendue. Par exemple, il y a eu un deuil. Et du coup, leur corps avait gardé la mémoire de la tension ambiante. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il leur est rien arrivé. Leur corps a stocké de l'ambiance. Et donc, il y avait peur, il y avait culpabilité, eux, ça allait. C'est comme tout le monde, quoi. Il y en avait un petit peu. Mais il y avait des traces très fortes dans le corps. Et c'était ces traces-là qui envoyaient des informations au cerveau, comme quoi ça n'allait pas. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que les tensions dans le corps, c'est une clé énorme. Alors, à partir de là, ça va plaire à beaucoup de collègues qui sont thérapeutes, parce que tout ce qui va permettre aux tensions de partir du corps, ça va faire que les gens ils vont aller mieux. Et on peut encore aller plus loin, puisque au niveau des fascias, il y a eu plusieurs études qui ont été faites avec utilisation d'acupuncture, le chi, ou le ki, ça dépend si on est japonais ou chinois, et avec des résultats de transformation de fascia avec les aiguilles de l'acupuncture. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est dans de la physiologie. On est dans de la physiologie avec des résultats tout à fait tangibles qui viendraient expliquer, pour une part, l'efficacité de l'acupuncture. Vous voyez, on va extrêmement loin avec cette notion de tension. Voilà. Alors ça, c'est du corps. Or, les psys, ils ont l'habitude de s'occuper du mental. Et en fait, il suffit de s'occuper du corps. Donc, voilà, on y arrive. Ah, je suis impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour aller bien? On va enlever les tensions. François Roustan, à la fin de sa vie, c'est un monsieur qui a travaillé jusqu'à 94 ans, il est mort à 94 ans, il disait, mais il n'y a rien de plus simple. Aider les gens à aller bien, il n'y a rien de plus simple. C'était un monsieur qui avait été psychanalyste. C'est-à-dire qu'il était passé, comme alors moi j'ai fait, mais beaucoup plus vite, par toutes les théories freudiennes, lacaniennes, qui sont super compliquées. En fait, quand quelqu'un ne va pas bien, il faut créer les conditions pour que le corps puisse se débarrasser des tensions. Il n'y a même pas, très très souvent, il n'y a même pas besoin de connaître l'origine du mal-être. Il y a une tension qui est là, et elle s'en va. Et la personne, ça se trouve, elle ne saura jamais pourquoi elle allait mal. De toutes les façons, on n'a pas accès à l'autre. Encore une fois. Donc on ne sait pas. C'est pas de l'humilité de dire qu'on ne sait pas. C'est la réalité, tout simplement.
on peut créer des conditions pour que ça se passe. Alors vous allez me dire, bah oui, mais enlever les tensions, vous en avez besoin. Alors il y a des chercheurs américains qui travaillent sur la peur. Alors je crois que c'était en septembre 2013, mais je ne suis pas sûr, c'est dans un de mes bouquins. Il y a le récit d'expérience, je vous fais ça simplement. Ce sont des gens qui travaillent sur la peur. Et aux États-Unis, je ne sais pas comment c'est en France, mais aux États-Unis, il y a des gens qui sont payés pour servir de cobayes dans des expériences. Alors il y a des gens qui sont volontaires dans des laboratoires pour servir de cobayes dans des expériences sur la peur. À mon avis, ils ne vont pas si bien que ça. Bon. Et donc, ces gens, ils vont au laboratoire, et qu'est-ce que font les chercheurs? Eh bien, ils vont leur créer une nouvelle peur. Sympa. N'est-ce pas? Pour ça, ils vont vraiment faire un truc très conditionnement pavlovien, hein. C'est-à-dire qu'ils vont leur montrer une image plutôt sympa, je crois que c'est un paysage, ils vont leur faire sentir une odeur assez légère, et juste après, ils vont envoyer un choc électrique. Pas trop fort, faut pas que les gens tombent, mais quand même, un choc électrique. Et ils vont recommencer plein de fois. Qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau, il est tout content, il y a de la peur, il y a du danger. Alors il va stocker. C'est-à-dire que très très vite, dès que l'on va montrer aux gens l'image, ou dès qu'on va commencer à leur faire sentir l'odeur, il va y avoir de la peur. Alors les chercheurs ont mis des capteurs, hein. Quand on a peur, on transpire, le cœur s'accélère, enfin, etc. Puis il y a l'activation de l'amygdale dans le cerveau, ils vérifient tout ça de façon à avoir des critères objectifs. Et donc ils créent comme ça un signal de peur. Voilà. Et puis ensuite, à partir de là, ils font deux groupes. Ils font un premier groupe à qui ils demandent de revenir, je ne sais plus, je crois que c'est 3 mois après. Et donc quand les gens de ce premier groupe reviennent, donc on va dire qu'il y a une centaine de personnes, ils vont prendre 50 personnes d'un côté, 50 personnes de l'autre. À 50, ils vont faire sentir le parfum, tout le monde a peur. Aux 50 autres, ils vont montrer l'image, tout le monde a peur. C'est-à-dire que le signal de peur, il est installé. Et étant donné comment fonctionne le cerveau, dans ce qu'on en sait, eh ben, le signal de peur, il est là à vie. Et donc, dans leur corps, il y a des tensions. Il y a des tensions qui correspondent à cette expérience. Alors maintenant, vous imaginez, la personne, elle a fait ça, je ne sais pas, elle a 20 ans, elle a fait ça pour se faire un peu d'argent, et puis elle a 50 ans, elle se promène dans la rue, et puis elle sent l'odeur. Et bien, elle se sentira mal, elle ne saura pas pourquoi. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Ça, c'est le premier groupe. Bon. Deuxième groupe, exactement le même protocole, on installe le signal de peur. Mais eux, ils ont une clause dans leur contrat qui est que, alors je ne sais plus combien de temps après, on va dire 1 mois après, ils doivent venir dormir au laboratoire. C'est vous dire qu'ils ne vont pas bien parce qu'ils viennent dormir. Mais en fait, ils ont raison, mais ils ne le savent pas. Bon. Donc ils viennent dormir au laboratoire et on ne les a pas prévenus de ce qu'on va leur faire. Pendant qu'ils dorment profondément, on leur fait sentir le parfum. On attend le petit moment où ils sont complètement en sommeil profond, le noyau noir, le locus niger est activé, donc le corps est désactivé, ils ne peuvent pas se réveiller, hop, on leur fait sentir le parfum. Alors, évidemment, le lendemain, on ne leur dit pas. Eux, ils racontent qu'ils ont fait un horrible cauchemar. C'est pas très surprenant. Et puis on les renvoie chez eux. Et puis on leur demande de revenir, je ne sais plus, 1 mois après, un truc comme ça. Et quand ils reviennent, on va dire pareil, une centaine de personnes, allez hop, 50 à droite, 50 à gauche, 50 on fait sentir le parfum, 50 on montre l'image, et bien ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Tout simplement parce que leur cerveau a fait l'expérience que le signal de peur ne servait à rien. Du coup, le cerveau, il a effacé le signal de peur.
Alors ça, c'est de l'action sur le cerveau. Quelle est la condition pour que ça fonctionne? Eh bien, il faut que la personne soit vulnérable. Il faut donc présenter à une personne en état de vulnérabilité quelque chose qui déclenche la peur. Et que derrière, évidemment, il ne se passe rien de négatif. Parce que s'il se passe quelque chose de négatif, ça va renforcer la peur. Voilà une méthode. Je vais venir sur les techniques un peu après, mais voilà, on présente ça. Ça, c'est la première chose. Et ça marche extrêmement bien. Mais on l'a tous connu, soit quand on était enfant, soit quand on a des enfants. Vous avez un gamin qui est en haut d'un toboggan, il a peur. Et il a raison d'avoir peur. Il a ses raisons d'avoir peur. Et puis, il a quand même envie, quoi. Et puis il descend. Et puis ça se passe bien. Et bien, une fois qu'il est arrivé en bas, il remonte. La peur est partie. Il reprend le même chemin, tout à fait. Parce qu'il a fait l'expérience. Et c'est très important, cette notion de faire l'expérience. Ce n'est pas une notion de comprendre. C'est une notion de pratiquer. C'est une notion de vivre l'expérience. C'est là que ça devient intéressant pour moi aussi. Parce que comment faire pour que les gens ils vivent des expériences alors qu'on est dans un bureau de psy? Bon, on pourrait installer un toboggan, mais ça ne marcherait pas pour tout le monde. C'est-à-dire que on ne peut pas reproduire tous les traumatismes des gens. Mais on sait que si les gens sont vulnérables et qu'on leur présente la cause de leur peur, hop, ça va partir. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a autre chose. Il y a comment faire. Alors, je vais noter mot à mot. Hop là. Voilà. Comment faire pour que quand quelqu'un va bien, il continue à aller bien. Parce que c'est bien beau, ça. Il y a enlevé, mais il faut aussi éviter que les gens y retombent dedans, dans des nouveaux problèmes. Alors moi, il y a un truc qui m'a fasciné. C'est chez les bébés. La capacité d'adaptation, ce que moi j'appelle le mécanisme d'adaptation. Alors c'est quoi ce truc-là? C'est un truc tout bête. J'ai commencé tout à l'heure en vous disant qu'on n'était pas dans la même pièce, on est chacun dans une pièce différente, parce qu'on interprète chacun le monde à notre façon. Bien. Et cette interprétation, elle dépend du corps et du cerveau. Qu'est-ce qui se passe chez un bébé? Le bébé, sans arrêt, fabrique de nouveaux neurones. Et pendant qu'il dort, ces neurones se connectent les uns avec les autres. Chaque neurone est connecté à 10 000 autres neurones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement que le bébé, il est dans une pièce qui correspond à là où en est son cerveau. Il s'endort. Et quand il se réveille, c'est plus la même pièce. Imaginez, demain matin, vous vous réveillez, c'est plus la même pièce. Après-demain matin, c'est plus la même pièce. Alors maintenant, vous aurez une adresse à Pont-Aven, mais quand même. C'est-à-dire que il y a de quoi devenir fou. C'est quelque chose de complètement insupportable, en fait. Mais le bébé, lui, il fait ça. Et on l'a fait tous quand on était bébé, et ça ne nous a posé aucun problème. C'est-à-dire que tout changeait tout le temps, on redécouvrait tout le temps. On était très contents. Ça allait très bien. Alors la question c'est, mais comment il fait le bébé? Ben justement, il ne fait rien. C'est là le truc. Il laisse son corps faire. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il n'y a pas toute l'élaboration que nous, on va avoir, essayer de comprendre, machin, comparer, ta. Le bébé, il se laisse faire, il se laisse transformer en permanence par son environnement. Ce qui n'est pas notre cas du tout. Nous, sans arrêt, on râle dès qu'il y a une transformation. C'est-à-dire que nous, on a peur des transformations. Le bébé, lui, il se laisse transformer, ça ne lui pose aucun problème. C'est le corps qui fait. D'ailleurs, il suffit de poser un bébé
sur un matelas où il y a un petit défaut et on va voir le corps du bébé qui va s'adapter sans aucun problème. Alors que si on a parmi vous qu'on fait du camping, ils savent que sans être la princesse au petit pois, il suffit qu'il y ait un petit caillou pour qu'on n'arrive pas à dormir. C'est-à-dire que le bébé, il a une capacité à laisser son corps s'adapter en permanence. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on gardait cette capacité d'adaptation, les choses, elles arriveraient, puis ça nous traverserait, puis on ferait exactement comme fait le bébé, c'est-à-dire que quand ce qui arrive est chouette, il rigole, et quand ce qui arrive, c'est pas chouette, il pleure. Alors que nous, on ne pleure plus. Alors c'est marrant, hein, on pourrait s'amuser dès qu'on voit qu'on a un bébé à se mettre à pleurer, ou quand on reçoit nos impôts, mais n'empêche que ça aiderait. C'est-à-dire que si on laissait les choses se faire, ça aiderait beaucoup mieux. Simplement, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va passer notre temps à essayer de contrôler, à essayer de décider. C'est-à-dire qu'on va oublier que, d'abord, on est des bébés. Alors que, pour aller bien, il suffit de remettre en marche le fonctionnement du bébé, en plus de nos fonctionnements adultes. Je vérifie toujours mon timing, parce que je me connais bien par rapport au temps. Voilà. Il va falloir entrer dans ce qu'on appelle le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est ça, c'est redevenir bébé. Et le lâcher-prise, je vais vous en parler un peu plus, ça va permettre au corps de laisser monter les tensions. C'est-à-dire que le lâcher-prise, c'est un état dans lequel le corps, par lui-même, va s'auto-nettoyer, s'auto-réparer. Or, nous contrôlons, nous avons des peurs, beaucoup de peurs. Parce qu'entre le moment où on était bébé et puis maintenant, il y a eu des tas de peurs qui sont venues. Il y a la peur de mourir. La plupart des gens disent « Ouais, moi j'ai pas peur de mourir ». Tout simplement parce que la plupart des gens n'ont pas réalisé que c'est vrai qu'on mourrait. Vous savez, la majorité des gens, s'ils regardaient leur vie en se disant « Mais je peux mourir n'importe quand et je vais mourir n'importe quand », il n'y a pas d'âge. Peut-être qu'ils se poseraient des questions sur ce qu'ils font de leur vie et ils changeraient des choses. Et puis, s'ils avaient vraiment réalisé qu'ils vont mourir et que c'est pas quand on est vieux qu'on meurt, c'est n'importe quand. D'ailleurs, je m'étais posé la question de mais pour les gens, c'est quoi être vieux? Alors j'avais demandé à plein de gens. En fait, c'était très simple. Et vieux, celui qui est né avant moi. Donc l'autre, il peut mourir. Parce que lui, il sera vieux. Et ça m'avait beaucoup amusé quand j'intervenais en EHPAD de voir des dames qui étaient là. Ouais, l'autre, la vieille là-bas. Ouais, elle est née 3 jours avant. Et c'est ça. La majorité des gens, ils ont oublié qu'ils allaient mourir, ils ont oublié que leurs proches vont mourir. Ils croient qu'on meurt que quand on est adulte, c'est pas vrai. On meurt à tout âge. Or, si on intègre cette notion de mort, c'est-à-dire si on arrête d'avoir peur, parce que c'est ça le problème. Si on arrête d'avoir peur de mourir, il faut repenser toute l'éducation. Il y a des familles dans lesquelles ça fait la gueule parce qu'il y a une mauvaise note. Et ça se trouve, le lendemain matin, le gamin, il n'est plus là. Alors vous allez me dire, oui, mais sinon, il ne va pas à l'école. Oui. Et qu'est-ce qu'on met comme charge émotionnelle? C'est-à-dire qu'il s'agit de revenir sur les fondamentaux. Vous savez, c'est une question que je pose souvent aux parents. Parce que les enfants, ils ne savent pas la réponse. Je leur dis, pourquoi tes parents, ils t'éduquent? Je sais pas. Pourquoi tu vas au collège? Parce qu'il faut y aller. Oui, alors je demande aux parents. Pourquoi vous éduquez vos enfants? Parce que quand on a des machins comme ça, on les éduque. Oui, il y en a, c'est pour qu'ils puissent enfin partir. Mais, on éduque nos enfants parce qu'on meurt. Et les enfants, ils vont à l'école parce qu'il va falloir qu'ils se débrouillent sur leurs parents, parce qu'un jour, les parents, ils seront morts. C'est la base. Or ça, on n'en parle pas. On a peur. Ça dérange. Pour l'instant, personne ne s'est levé. Et c'est des sujets qui dérangent. Alors c'est simplement, encore une fois, c'est la réalité. C'est évident qu'on meurt. Ah
on est dans une société où on met la mort comme si ça n'existait pas, alors que c'est omniprésent. J'ai fait des travaux par rapport à la maladie d'Alzheimer qui reposent sur l'angoisse de mort. Ben, il y a des résultats. Tout simplement. Alors, c'est pas le sujet de ce soir, mais sachez que quand on commence à traiter la mort en tant que... Mais les gens ont peur. C'est pour ça que c'est mis de côté, c'est trop terrible. C'est trop difficile parce que c'est pas pensable, le néant. Et donc, du coup, ben, ça devient insupportable, les gens mettent ça de côté. Alors que c'est... De quoi on est sûr dans la vie? Ben là, vous êtes sûr que vous êtes dans le fauteuil, enfin ça dépend ce que vous avez bu au repas de ce soir, mais voilà, vous êtes sûr que vous êtes là. Mesdames, si vous avez des enfants, vous êtes sûr d'être la mère. Messieurs, vous croyez... Enfin bon... Là voilà, et puis on sait qu'on va mourir. Ah ça, oui, on sait. Ça, c'est sûr. Alors à partir de là, on peut construire des choses, on peut vivre, et puis on peut relativiser. On peut relativiser des tas de choses, et par contre, des choses qui n'étaient peut-être pas importantes, elles peuvent devenir importantes. Parce que les gens qu'on aime, ils meurent. Donc il ne faut peut-être pas passer à côté. Donc ça, c'est une peur qui est très très importante, et qui vient très très vite quand les gens sont confrontés à du lâcher-prise, la peur de mourir. Il y a plein de gens, ils ont l'impression que s'ils sont dans du lâcher-prise, c'est-à-dire que s'ils laissent leur corps retrouver sa liberté fondamentale, eh bien, ils ont peur de mourir. Donc évidemment, ils ne lâchent pas trop. Et ça se comprend. Il y a une deuxième peur qui est omniprésente, qui est la peur des autres. C'est-à-dire que l'air de rien, on a peur des gens. On a peur des autres. Alors il y a des gens, ça se comprend. Mais, en fait, en permanence, on a peur des autres. Et quand on utilise de lâcher-prise, des pratiques de lâcher-prise, on peut faire monter des peurs. Et on s'aperçoit qu'on a tous peur des autres, en permanence. Et que ça vient pourrir notre vie. Alors ça veut dire aussi, quand les gens ils viennent voir le psy, ils ont peur du psy. Mais ça veut dire aussi que le psy il a peur de ses patients. Et quand on commence à se rendre compte qu'on a peur de nos patients, ben, je vous jure, ça fait bizarre. Après, c'est plus cool. Une fois que la peur elle est partie, c'est quand même plus simple. Et puis, il y a autre chose. Un truc sur lequel j'ai énormément travaillé, c'est le fait qu'en fait, on a peur de soi. Je regarde mon timing, parce qu'en fonction, je développe plus ou moins. 44, ouais. Les psys ils nous ont dit, ouais, les enfants, ils font les choses pour qu'on s'occupe d'eux. Les enfants, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne de l'affectif et des cartes Pokémon. Voilà. Bon. C'est des manipulateurs, ils pensent qu'à eux. Peut-être. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que les gamins, bah, ils donnent. Il y a des gamins, vous arrivez, ils ont fait un dessin, ils vous donnent le dessin. Tout contents. Ils sont tout contents de vous donner. Il y en a même, ils sont heureux pendant qu'ils sont en train de faire le dessin. Ils ne savent pas comment ça va être reçu, mais ils sont contents d'être en train de faire. Moi, je me suis aperçu que quand je rends service à un copain, c'est pas pour qu'il m'aime, c'est parce que je l'aime. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mouvement vers l'autre, on donne. Alors j'ai cherché au niveau des psys qui a travaillé là-dessus. Bah, sûrement il y a des psys qui ont travaillé là-dessus, mais je ne les ai pas trouvés. Alors moi j'ai travaillé là-dessus, évidemment. C'est-à-dire que à la base, on donne. Un enfant, il donne. Spontanément, un être humain, ça donne. C'est-à-dire que dans le lâcher-prise, on va vers le monde, on va vers la vie, on donne. Alors, quand on est enfant, il y a, en gros, je fais simple, il y a deux cas de figure. Et le petit gamin, il arrive avec son dessin. Et papa, ça fait un grand oui, c'est un dessin. Et puis il y a le papa, ou la maman, qui va prendre le dessin, qui dit ouais, c'est super, merci mon cœur. C'est parce que c'est, hein, ça doit être une girafe, ah, c'est un papillon, ah ouais, super, enfin bon, voilà, bon. Mais on va recevoir. Ça veut dire quoi pour le gamin? Ça veut dire que sa façon d'être spontanée, sa spontanéité, elle est juste. Ça va renforcer ce qu'on appelle la confiance en soi. Ça va faire que le gamin, il va grandir en gardant sa spontanéité. En grandissant à l'adolescence, il apprendra à s'adapter aux contraintes sociales. Mais il va être dans ce mouvement vers. Il ne va pas avoir peur de lui. Et puis, il y a l'autre cas.
C'est-à-dire, le gamin, il arrive avec le dessin, et puis tout bêtement, pour des raisons XY, tu vois pas que je suis occupé? Là. Alors, on va dire, oui, mais le gamin, il se rend compte que son père, il n'est pas disponible. Ben non. Le gamin, il fait passer l'affectif d'abord. Lui, le fait qu'il y ait un contrôle fiscal le lendemain, ils sont préoccupants. C'est-à-dire que le gamin, il est tendu, ah, ma façon de donner, elle n'est pas bonne. Alors évidemment, c'est pas tout blanc, tout noir, il y a des jours où on est disponible pour recevoir, il y a des jours où on n'est pas disponible, encore une fois. Mais il y a des dominantes. Et tout le problème, c'est que tous ces petits cailloux où, en tant que parent, etc., on n'a pas reçu, pour des raisons ici là, que ça s'accumule. Et du coup, ça fait que tout un chacun, parce que notre façon de donner, elle n'a pas toujours été reçue, on croit que notre spontanéité, elle est mauvaise. Et du coup, il y a beaucoup de gens, ils ont l'impression que dans le fond, s'ils laissent monter cette spontanéité, ils vont faire des dégâts. Ils ont l'impression qu'ils sont de mauvaises personnes. Il y en a, ils ont même l'impression qu'ils sont monstrueux. Donc il faut tout contrôler. Alors attention, hein, pendant 1 heure, je me pomponne avant de sortir, parce que de toutes les façons, je vais choquer tout le monde si je suis nature. C'est-à-dire, c'est une façon de protéger les autres. Et en fait, je me suis aperçu, en creusant ça, que la majorité des gens, ils passent leur temps. C'est-à-dire que nous passons notre temps à protéger les autres de la mauvaise personne que nous croyons être. Et tout ça repose sur un malentendu. C'est quand même dommage. Alors tout ça, ça va gêner le lâcher-prise. Ça va gêner la possibilité de laisser monter les tensions. Parce que du coup, on va avoir peur de lâcher. Alors maintenant, on arrive à comment on fait concrètement pour aller bien, quand même. Oui, c'est bien, je suis 49 minutes, c'est pas mal. Voilà, le timing est bon. On va laisser le corps faire. Alors pour laisser le corps faire, ça va être très simple. Alors, les gens, ils confondent lâcher prise et laisser aller. Le laisser aller, c'est quand on s'autorise à transgresser des interdits. 3 verres de Ricard, ça n'a rien à voir avec le lâcher prise. Le lâcher prise, encore une fois, c'est le bébé. C'est non pas arrêter de penser, parce que c'est extrêmement rare et difficile, c'est arrêter de ne s'occuper que du fait de penser. Alors comment on va faire? Moi j'utilise une forme d'hypnose, toute bête. Alors dimanche, ce sera un exercice, hein. Pour ceux qui viendront, vous verrez, on fera des exercices pour vous apprendre à faire, tout simplement. Dans mes bouquins, j'ai expliqué comment faire, j'ai un site internet où j'explique comment faire, parce que c'est accessible à tout le monde, tout simplement. L'objectif, c'est de légèrement déstabiliser le cerveau. Alors je vais vous faire faire, là, si vous êtes d'accord, un petit exercice de lâcher-prise. Tout simplement parce que le lâcher-prise, c'est une expérience. Alors si vous êtes d'accord, vous mettez les mains sur les cuisses et vous fermez les yeux, tout simplement. Et dans 2 minutes, tout le monde va dire son code de carte bleue. Alors voilà, vous vous laissez. Et la première chose, c'est de vous centrer sur votre corps. C'est-à-dire d'être attentif au fait que, oui, vous êtes un corps, et que ce corps, il pèse. C'est-à-dire que le corps, il est attiré par le sol, et que vous êtes donc tous, nous sommes tous, en train de nous laisser porter. Et vous êtes en train de vous laisser porter par un fauteuil. Vous ne faites rien, c'est plus facile les yeux fermés, et vous prenez simplement conscience que vous êtes en train de vous laisser porter par un fauteuil, et que ce fauteuil vous accueille, et que vous êtes en sécurité. Et puis vous observez. Vous observez ce que votre corps fait par lui-même, tout seul, sans avoir besoin de vous. Parce que votre corps, il en fait des choses. Vous laissez votre corps être attiré par le sol et vous observez la lumière qui passe à travers vos paupières.
Nous avons tous commencé à observer la lumière à travers nos paupières bien avant notre naissance. Lorsque nous dormons, même lorsque nous dormons profondément, nos yeux continuent de capter la lumière qu'il y a là où nous nous trouvons. Ça se fait tout seul. C'est pour ça qu'il existe des réveils qui sont des lampes qui s'allument de plus en plus fort, au bout d'un moment ça réveille. C'est-à-dire que même si vous rêvez, même si vous dormez profondément, votre corps, lui, il voit. Vous pouvez aussi ressentir l'air qui passe par les narines et peut-être réaliser les mouvements qu'il y a dans votre corps qui sont provoqués par la respiration. Comment ça se remplit, ça se vide, comment ça bouge. Ce qui est un phénomène extraordinaire, la respiration. Cet air qui est là, qui est juste accessible aux narines et qui va venir nourrir des cellules dans votre corps. Et tout ça se fait depuis votre naissance jusqu'à votre mort. La naissance, la respiration a commencé par une inspiration et quand on meurt, ça finit toujours par une expiration. Vous pouvez agir sur votre respiration. Mais tant que vous êtes vivant, vous respirez et ça se fait tout seul, votre corps respire. Alors vous pouvez observer cette respiration qui se fait toute seule, sans que vous ne fassiez rien. Ça se fait tout seul. Vous pouvez aussi observer la position que votre langue a pris automatiquement dans votre bouche. Et peut-être vous pouvez laisser votre langue peser dans la bouche, se détendre. La langue goûte la salive en permanence et les goûts ont commencé à se forger bien avant la naissance. Nous goûtons bien avant notre naissance et nous goûtons en permanence tout au long de notre vie. Et puis nous entendons les sons qui arrivent là où nous sommes, même quand nous dormons profondément. La peau capte des informations sur la température ambiante. Et puis, par tous les mécanismes de pression qu'il y a dans la peau, vous pouvez ressentir tous les contacts de votre corps avec le fauteuil. Pour la plupart d'entre vous, vous pouvez ressentir l'appui de votre tête contre le dossier du fauteuil. Vous pouvez ressentir les points d'appui de votre dos. Vous pouvez ressentir comment vous vous laissez porter par l'assise du fauteuil. Vous ne faites rien, vous êtes comme un bébé qui se laisse porter. C'est une petite expérience de lâcher prise, et là vous avez deux solutions. Soit vous restez dans cet état et vous allez profiter de l'occasion pour laisser une peur s'en aller, soit vous rouvrez les yeux. Vous avez tout à fait la liberté de rester dans cet état, et je vais continuer, ou de rouvrir les yeux. Voilà. C'est vous qui choisissez si vous allez un petit peu plus loin dans le lâcher prise ou pas. Pour ceux qui gardent les yeux fermés, pour ceux qui restent dans cet état, à l'intérieur de vous, vous demandez à votre corps de choisir une tension. Vous ignorez totalement à quoi elle est reliée. Et de s'en occuper. Vous lui demandez à votre corps de laisser partir une tension. Vous ne faites rien. Vous observez simplement ce que votre corps fait quand vous lui demandez de s'occuper d'une tension. Tout simplement. Et vous observez. Voilà.
Dans la pièce, il y a des personnes qui ont des tensions, qui sont en train de monter dans le corps. Vous ne faites rien. Si ça vous est délicat, vous ouvrez les yeux et vous revenez dans votre état d'éveil habituel. Vous êtes en pleine liberté et en sécurité. Et vous laissez, pour ceux qui ressentent des tensions qui montent, vous laissez cette tension vous envahir. Et comme vous pouvez le constater, au bout d'un moment, elle descend, elle s'en va toute seule, sans que vous n'ayez rien fait. Alors, si cela vous agrée, si vous le souhaitez, vous pouvez demander à votre corps de faire encore monter cette tension pour qu'elle parte un petit peu plus. Et éventuellement une troisième et dernière fois. Voilà, et puis maintenant vous laissez quelque chose d'agréable vous envahir et vous revenez à la surface. Chacun à votre rythme, tranquillement. Et quand vous revenez à la surface, vous rouvrez les yeux. Voilà. Alors là, tout le monde est prêt à dormir. Ça va complètement assommer tout le monde. Ça, c'est un tout petit exercice de lâcher prise. Et parmi vous, il y en a sûrement, pas tout le monde, mais il y en a sûrement qui ont ressenti une montée de tension, parmi ceux qui ont gardé les yeux fermés. C'est très simple. C'est comme ça qu'on fait. On ne fait rien en fait. On demande au corps de faire à notre place. Alors là, je vous le fais juste, évidemment, de façon globale, très simple. Mais c'est ça. Et ça, il y a plein de techniques. Il y a plein de techniques qui permettent de créer quelque chose de cet ordre-là, mais de façon beaucoup plus profonde, en restant conscient. De façon à ce que les tensions puissent partir du corps, par elles-mêmes. Et on peut faire partir comme ça plein de tensions, sans savoir à quoi elles correspondent. Tout simplement parce que quand le corps a laissé monter la tension, ça a activé le signal au niveau du cerveau, et le cerveau a constaté que il ne se passait rien. C'est exactement l'expérience avec le parfum. C'est-à-dire que c'est extrêmement simple. Il s'agit de laisser le corps faire. Alors, il y a des gens, ils ont un mal fou, tout simplement parce que lâcher le contrôle, ils sont terrifiés. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à laisser venir. Mais les gens, il faut faire tout un travail pour qu'ils s'autorisent à lâcher le contrôle. Mais simplement, c'est très simple. On laisse le corps faire. Et après, c'est une habitude. On redevient des bébés. C'est tout simple. Eh bien, l'hypnose, c'est ça. On peut utiliser l'hypnose pour renforcer les choses, pour devenir qui on veut être. Il y a des tas de gens qui font ça et qui font ça très très bien. J'ai beaucoup de collègues qui font ça. C'est-à-dire, je veux arrêter de fumer, je veux développer ma mémoire. Ok, très bien. Ça, il y a des techniques d'hypnose qui permettent de devenir qui on veut être. Et puis là, c'est autre chose. Là, c'est simplement se servir du lâcher au niveau du corps en plein temps pour pouvoir devenir qui on est vraiment, qui on est quand on enlève les peurs et les culpabilités, quand les tensions dans le corps, elles s'en vont. C'est-à-dire pouvoir enlever ce qui nous empêche d'être nous-mêmes pour pouvoir complètement être nous-mêmes. C'est-à-dire pas devenir quelqu'un qu'on souhaite être, mais devenir qui on est vraiment à la base. Voilà. Ça fait 1 heure, en fait, c'est bon. J'arrête là pour ce soir ma petite intervention en espérant que ça vous aide pas trop assommé. Et je crois qu'il était prévu pour s'il y avait des questions. Ça va, ça vous plaît ?